Il y a 2 semaines, on en était arrivé à peu près là. J'ai pas pu faire le cours la semaine dernière. Donc du coup, ça vous a décalé un petit peu par rapport au TD. On s'était arrêté là, on s'était arrêté sur cette page. Donc ça vous a décalé un peu par rapport au TD. Mais ce qu'on aurait dû voir en cours, vous l'avez vu auparavant en TD, ce qui n'est pas forcément gênant, hein, puisque ça permet de poser un peu les équations et de comprendre comment ça fonctionne. Donc on va peut-être passer un peu plus rapidement sur ce que vous avez déjà vu en TD pour pouvoir attaquer et terminer cette partie de cours aujourd'hui, hein, puisque c'est le seul créneau qui nous reste. Mais vous verrez que de toute façon, je prévois toujours un peu plus large, donc on n'aura pas besoin de créneaux supplémentaires. Alors, comme on avait vu la fois dernière, donc on avait vu que lorsqu'on a le champ électrique qui est dirigé verticalement et le champ magnétique qui est dirigé vers vous, en écrivant les équations de Maxwell, ici, on arrive à montrer que les vecteurs E, H, K sont orthogonaux et que les vecteurs E, H, K forment un trièdre direct. Donc ça indique en fait la direction de propagation d'une onde lorsque E est orienté vers le haut et H est orienté vers le bas. Alors, si on part de l'équation du champ électrique, ici, donc en supposant que le champ électrique ici est orienté suivant X, il y a une seule composante suivant X, on peut facilement déduire les coordonnées du champ magnétique à partir des équations de Maxwell. Donc, on va faire ça sur la page suivante. Et donc, on peut décrire la propagation d'une onde plane. Donc, il faut imaginer qu'ici, on est E suivant l'axe vertical, H suivant l'axe horizontal. Et dans ce cas, K, le vecteur d'onde, va être dirigé comme ceci. Donc ici, on a le front de phase, on a le front d'onde en fait, qui va se propager ici de la gauche vers la droite. Donc ça, c'est une onde, ce qu'on appelle une onde plane. Ici, on représente un autre type d'onde qui est une onde sphérique, avec une source ici ponctuelle, un point ponctuel, qui va rayonner dans toutes les directions de l'espace. Mais ça et ça, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que si jamais on regarde localement ce qui se passe, eh bien localement, on aura une composante du champ électrique, une composante du champ magnétique et la composante du vecteur d'onde qui seront toutes les trois orthogonales et qui formeront un trièdre direct. Hein, si on regarde localement, c'est-à-dire si on regarde en un point, on va retrouver ce type de représentation qu'on a sur cette page-là. Hein, parce que ça correspond, ça c'est le résultat des équations de Maxwell. Les équations de Maxwell décrivent la propagation du monde, quel que soit le milieu et quelle que soit la configuration du milieu. Donc, mais par contre, ce sont des expressions locales. C'est-à-dire que ça décrit ce qui se passe à un point donné. Alors, si jamais je prends effectivement l'expression du champ électrique, je peux déduire à partir de l'expression du champ électrique, je peux déduire l'expression du champ magnétique. Alors, pour ça, il suffit de calculer le rotationnel. Alors, on peut le faire sur... je vais prendre une page de tableau blanc. Donc, quand on écrit le rotationnel, j'écris D, je vais passer en noir. Donc D sur dx, D sur dy, D sur dz. Donc les coordonnées du champ E, c'était E0 exponentielle moins jkz. La coordonnée sur Y, c'était 0. La coordonnée sur Z, c'était 0. Donc on fait le premier produit en croix, en rouge par exemple. Ce premier produit en croix nous donne 0. Le deuxième produit en croix, en bleu par exemple, donc avec un signe moins. Donc là, ça va nous donner un moins jk. On prend la dérivée suivant
Z de ce terme-là. Donc, moins JK au 0 exponentielle moins JKZ. Et ensuite, on a le troisième produit en croix, en rose par exemple. Et ce produit en croix donne 0 pour le premier terme, et pour le deuxième terme ne dépend pas de Y, donc sa dérivée par rapport à Y est nulle. Donc ici, on a 0. Donc on se retrouve avec un champ H qui a une coordonnée suivant Y uniquement, et sachant que ça, si jamais je reprends les équations de Maxwell, donc je reviens au PowerPoint, ici, donc je reviens quelques pages précédentes, donc vous regardez, on a pris le rotationnel de E, et le rotationnel de E, c'est égal à moins J oméga mu H. Donc je peux écrire sur mon tableau blanc, égal moins J oméga mu H. Donc à partir de là, on peut déduire les coordonnées de H. Donc H, ce sera un vecteur qui aura 3 coordonnées. Donc la première 0, la dernière 0, et la deuxième, si vous regardez, on a du moins J à droite, du moins J à gauche. Donc ça va partir. On a du... Et puis c'est tout ce qui va partir. Donc on aura H qui va être égal à KE0 exponentielle moins JKZ sur oméga mu. Sur oméga mu. Donc là, on a exprimé H. Donc vous voyez que connaissant E dans un milieu donné, on peut déduire facilement l'expression de H en écrivant le rotationnel de E est égal à moins J oméga mu H. On aurait pu faire la même chose avec H. On aurait pu partir de H et écrire, comme dans les équations de Maxwell qu'on va voir maintenant, on aurait pu partir de l'expression de H et écrire le rotationnel de H est égal à J oméga epsilon E. Et ça nous aurait permis de déduire les coordonnées de E. Dans ce cas-là, avec un H dirigé suivant Y, on aurait eu un E dirigé suivant X. Et cette direction des vecteurs nous est donnée directement par l'expression du rotationnel. Alors, oui, il y a une question? Oui, H, ici, c'est l'induction ou le champ magnétique? Alors, H, c'est champ magnétique. Hein, c'est ce que j'avais expliqué tout au début du cours. On a noté H, champ magnétique. Pour simplifier, E, champ électrique, H, champ magnétique. D'accord. Parce que il me semble dans le TD, c'était l'autre, B, le champ magnétique, et H, donc c'était pour savoir. Ah, c'est dans quel TD? Dans le TD effet de Paul C'était le 10, la partie. C'était réflexion sur l'interface. 10, il me semble, du TD. Ouais, c'est possible qu'il y ait une inversion dans le TD, mais c'est vrai qu'en toute rigueur, le champ magnétique, c'est B. Moi, j'avais décidé de noter le champ magnétique H pour avoir une certaine équivalence dans les équations entre champ électrique et champ magnétique. Mais quand dans le TD, on appelle explicitement le champ magnétique B, dans ce cas-là, vous dites le champ magnétique c'est B. Hein, c'est juste une question de notation. En fait. Et du coup, là, on a juste à remplacer le H par le B, il n'y a rien qui change. Ben si, parce que B égale mu H. Dans les équations. Souvenez-vous des équations de départ, ce qu'on avait vu. Bien. On avait énoncé tout ça. Voilà, on a B égale mu H dans les équations. Donc D est égal à epsilon 2. Donc D, c'est le vecteur de déplacement électrique. Et moi, je dis que B, c'est le vecteur induction magnétique. Dans ce cas-là, H, c'est champ magnétique et E, c'est champ électrique. D'accord? D'accord. Alors, je reviens où j'en étais. Donc, vous voyez, ici, on a trouvé l'expression de H. Hein, on avait la même chose que sur le tableau blanc.
Et partant de là, en fait, on peut essayer de déduire l'impédance d'onde. Alors, l'impédance d'onde, c'est comme une impédance en électricité. C'est le quotient en électricité, c'est le quotient d'une tension sur un courant. Donc, l'impédance d'onde, ce sera le quotient du champ électrique sur le champ magnétique. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Donc, le quotient de E sur H, comme E est sur le composant suivant X et H est sur le composant suivant Y, ça revient à faire le quotient de EX sur HY. Et si vous prenez l'expression de EX ici, l'expression de HY ici, alors on obtient tout simplement oméga mu sur K, puisqu'on va simplifier ici, le 0 exponentielle moins j de kz va partir. Et on se retrouve avec les J vont pas partir, on va se retrouver avec oméga mu sur K. Et K, on se souvient que c'est le nombre d'ondes qui peut s'exprimer sous la forme oméga racine de epsilon mu. Donc oméga mu sur K, ça nous donne tout simplement, on simplifie par oméga ici, on a un mu au dénominateur, un racine de mu au numérateur, pardon, un racine de mu au dénominateur. Donc Z, l'impédance d'onde, c'est racine de mu sur epsilon. Si maintenant, on suppose que l'onde se propage dans le vide, dans ce cas, mu, c'est mu 0, la perméabilité du vide. Epsilon, c'est epsilon 0, la permittivité du vide. Et on a l'impédance d'onde dans le vide qui vaut 377 ohms. Quand je vous disais la fois dernière, quand on a une onde qui se propage dans le vide, son impédance est équivalente à 377 ohms, ça vient de là. C'est le quotient de mu 0 qui est égal à 4 pi 10 puissance moins 7 sur epsilon 0 qui est égal à 1 sur 36 pi 10 puissance 9. Donc ça fait 377. Donc c'est pour ça que quand j'ai une ligne de transmission 50 ohms, il faut essayer de coupler l'énergie qui se propage sur la ligne à l'atmosphère, à l'air, si jamais on veut transmettre des signaux par le biais d'une antenne dans l'espace libre. Donc l'antenne va réaliser en quelque sorte la fonction d'adaptation d'impédance entre la ligne 50 ohms et l'impédance d'onde dans le vide qui est de 377 ohms. Donc quand je parle d'impédance d'onde dans le vide, c'est presque la même chose que l'impédance d'onde dans l'air. Il peut y avoir des petites différences sur les valeurs de mu0 et epsilon 0 en fonction des conditions atmosphériques, en fonction du taux d'humidité notamment, en fonction de la quantité de vapeur d'eau. Mais en gros, l'impédance, le milieu de propagation vide est équivalent au milieu de propagation R, d'un point de vue électromagnétique. Alors là, on va suivre exactement la même démarche que ce qu'on a fait dans la théorie des lignes. Là, on a vu qu'on pouvait calculer une impédance d'onde. On obtient Z égale racine de mu sur epsilon. Alors, entre parenthèses, souvenez-vous de ce qu'on avait avec la théorie des lignes. On avait Z est égal à racine de L sur C, avec L qui s'exprime en Henry et C qui s'exprime en farad. Ici, c'est presque la même chose. Pourquoi? Parce que mu, c'est une grandeur qui s'exprime en Henry par mètre, et epsilon, c'est une grandeur qui s'exprime en farad par mètre. C'est 4 pi 10 puissance moins 7 Henry par mètre pour la perméabilité dans le vide, et 1 sur 36 pi 10 puissance 9 farad par mètre pour la permittivité du vide. Donc vous voyez qu'on retombe sur des expressions qui sont similaires à ce qu'on avait en théorie des lignes, y compris au niveau des unités. C'est normal, puisque l'impédance, ça doit être en des ohms. Donc c'est le quotient des racines de Henry sur des racines de farad. Alors, de la même manière qu'une onde qui se propage sur une ligne va véhiculer de la puissance, souvenez-vous, on avait un demi que multiplie V fois I conjugué. Et bien ici, quand on travaille avec des vecteurs champ électrique et champ magnétique, on va aussi transporter de la puissance. C'est ce qui permet de récupérer une information qui est émise par un émetteur. Ce qui propage entre deux antennes, c'est la puissance. Donc, pour essayer de trouver cette expression de puissance, eh bien, on va avoir une expression qui va être très similaire. On parle de vecteur P avec une flèche au-dessus. Donc, ce vecteur P, le vecteur de puissance, c'est ce qu'on appelle le vecteur de Poynting, qui s'écrit comme ceci, Poynting. Et donc ça s'exprime en watts
par mètre carré, puisqu'on a un produit d'une tension en volts par mètre par un champ magnétique en ampères par mètre. Donc le produit, même si c'est un produit vectoriel, ça nous donne des watts par mètre carré. Donc pas oublier de conjuguer ici au niveau de H. Donc vous voyez que comme E et H sont orthogonaux, souvenez-vous, le vecteur d'onde K est orthogonal au plan formé par E et H, et EHK forme un trièdre direct. C'est ce qu'on avait montré à la fin du cours précédent. Donc ici, c'est pareil, en fait. Ce produit vectoriel E vectoriel H va être dirigé suivant la direction de propagation de l'onde, autrement dit, suivant le vecteur d'onde K. Donc si jamais je reprends l'expression du champ électrique qu'on avait tout à l'heure, l'expression du champ magnétique, on a deux vecteurs qui s'expriment par trois coordonnées. On peut faire le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel, c'est comme on vient de faire, c'est les produits en croix. Et on va trouver le résultat de ce produit vectoriel. Ça va nous donner un demi de K sur oméga mu, E0 carré. C'est normal, on a un E0 ici, un E0 ici, donc ça va faire un E0 carré, que multiplie N. Et N, c'est le vecteur normal au plan formé par E et H. Et si jamais on décline ce vecteur N suivant les trois directions d'espace, on sait que le produit vectoriel EH va être orienté suivant Z. Donc en gros, ici, on va avoir un demi racine de mu sur epsilon E0 carré. Pourquoi? Parce que ici, K, c'est toujours égal à oméga racine de epsilon mu. Et en simplifiant avec le mu qui est au dénominateur, ça nous donne ça. Donc ce qui est important, c'est ce qui est encadré ici. Les vecteurs P et K sont collinaires. Là, si on a E suivant X et H suivant Y, on a P suivant Z. Donc, vous remarquez ici qu'on a pris des expressions qui sont très simplifiées par rapport à ce qu'on avait précédemment, parce qu'on a effectivement E et H qui sont orientés suivant une seule direction de l'espace. Normalement, E et H sont des vecteurs qui se propagent dans l'espace, donc ils vont avoir une coordonnée suivant X, une coordonnée suivant Y, une coordonnée suivant Z. Donc, dans ce cas-là, il faut faire des produits vectoriels qui incluent les trois coordonnées de l'espace. Dans ce cas-là, on n'aura pas des coordonnées nulles ici pour H, ni ici pour le vecteur de Poynting. Mais ici, on a pris un exemple simplifié, parce que l'idée, c'est de comprendre le principe, ce n'est pas de manipuler les équations sur des pages et des pages. Alors, de la même manière qu'on avait vu avec la théorie des lignes, on avait fait la distinction entre une ligne de propagation, entre une ligne de transmission infinie et une ligne de transmission finie. Souvenez-vous, la ligne de transmission finie, c'était quand on rencontre un obstacle sur le trajet. Et bien ici, c'est la même chose. On va faire la distinction entre un milieu de propagation infini et un milieu de propagation finie. S'il y a une perturbation sur le trajet de l'onde, on parlera de milieu de propagation finie. Donc ça, ici, on va aborder les relations de continuité. Les relations de continuité, vous en êtes déjà servi en TD pour traiter la réflexion sur l'interface métallique et la réflexion sur l'interface électrique pour certains d'entre vous. Et donc, ce sont ces relations de continuité qu'on va rappeler ici. Alors, d'où viennent ces relations de continuité? Je vous ai dit tout au début du cours que les équations de Maxwell sont valables quel que soit le milieu où on se trouve dans l'espace. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, si jamais j'ai l'interface entre deux milieux, de quelque nature qu'ils soient, je peux résoudre les équations de Maxwell à l'interface. Ces relations de continuité, en fait, traduisent la résolution des équations de Maxwell à l'interface entre deux milieux. Donc, on ne fait pas la démonstration ici, je vous les donne comme ça, mais ça découle de ça. Ça découle des relations de Maxwell, de la résolution des équations de Maxwell à l'interface entre les deux milieux. Donc, on a 4 relations de continuité, au sens général. Donc, quand on a indice 1 et indice 2, ça fait référence aux composantes de champ dans le milieu 1 et dans le milieu 2. Donc, ce milieu 1 et ce milieu 2 sont caractérisés par leurs paramètres constitutifs, qui sont la permittivité, la perméabilité et la conductivité. Il faut imaginer que ces milieux peuvent être conducteurs. Pareil pour le milieu 2.
Et l'interface entre ces deux milieux n'est pas forcément droite, pas forcément rectiligne. Donc ici, on a une interface qui forme une courbe. Et ce qui fait référence au niveau de cette interface, hein, comme on est toujours sur une résolution locale des équations de Maxwell, eh bien, c'est ce vecteur qui est le vecteur normal à l'interface. Donc, si jamais je déplace, il va être comme ceci. Si jamais je déplace, il va être un petit peu biais comme cela. Mais c'est par rapport à ce vecteur qu'on va écrire ces équations de continuité, ces relations de continuité. Donc, c'est pour ça que dans les 4 relations, on retrouve la normale ici, avec un champ vectoriel, et ici, avec un produit vectoriel, pardon, et ici, avec un produit scalaire. Donc, si on regarde les deux produits vectoriels, donc le premier, le produit vectoriel qui fait intervenir les composantes de champ électrique est égal au vecteur libre. Le produit vectoriel qui fait intervenir les composantes de champ magnétique est égal à JS. Et JS, qu'est-ce que c'est? C'est le courant surfacique. C'est le vecteur qui désigne le courant à la surface. Effectivement, H, c'est exprimé en ampères par mètre. Donc, si on fait intervenir une équation où il y a H, il va en résulter à un moment donné une valeur de courant. C'est le courant surfacique. D1 moins D2, ça c'est le vecteur déplacement électrique, souvenez-vous. Déplacement électrique, ça fait référence à un déplacement de charge. Donc ici, dans le deuxième terme de cette équation, on va trouver sigma S, qui est une densité surfacique de charge. Dans cette troisième équation, ici c'est un produit scalaire. Pareil pour la dernière, on a un produit scalaire avec un champ magnétique. Ici, ce produit scalaire est égal à 0. Donc ça, ce sont les 4 équations qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer à l'interface. Donc en gros, c'est comme les problèmes qu'on a résolus en théorie des lignes. On avait un obstacle. Donc on commence par écrire ce qui se propage en absence d'obstacle. Ensuite, on écrit ce qui se passe sur l'obstacle. Et puis on voit comment cet obstacle a des répercussions sur la propagation. Donc on calcule l'impédance ramenée, on calcule un coefficient d'inflexion, etc. Ici, on procède de la même manière, mais avec des vecteurs. Alors, premier cas de figure, que se passe-t-il si on a une interface métallique? Donc ça, c'est l'exemple que vous avez déjà traité en TD. Si on a une interface métallique, on va se placer dans l'approximation d'un métal parfait. Un métal parfait, c'est-à-dire que la conductivité du métal tend vers l'infini. Donc, si la conductivité du métal tend vers l'infini, ce qui se passe, c'est qu'une onde incidente sur le plan métallique ne va pas pénétrer à l'intérieur du métal, elle va être complètement réfléchie. Le métal se comporte comme un miroir pour les composantes de champ. Si par contre le métal n'est pas parfait, si on a une conductivité du métal qui est très grande mais qui ne tend pas vers l'infini, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une petite pénétration de l'onde incidente à l'intérieur du métal sur une toute petite épaisseur qu'on appelle l'épaisseur de peau. Donc, on va retrouver la notion d'épaisseur de peau. Autrement dit, il y a un petit peu de puissance qui va être dissipée dans le métal, et ce qui va être réfléchi, ça va être moins important que ce qui est incident. Donc là, on se place dans l'approximation d'un conducteur parfait. Alors, quand on est dans l'approximation d'un conducteur parfait, on a ces 4 équations qu'on écrit. Donc là, on ne peut pas négliger le courant de surface, puisque si on est sur un métal, il va y avoir un courant à la surface. On ne peut pas négliger la densité surfacique de charge, parce que qui dit courant, on dit déplacement de charge. On a des charges qui se déplacent à la surface. Par contre, ces 2 équations qui nous embêtent, on s'en fiche parce qu'on n'en a pas besoin. On va se contenter de la première et la quatrième. Alors, si on regarde la première, qu'est-ce que ça nous dit? Le produit vectoriel, ici, est égal à 0. Le champ dans le métal, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a un métal parfait. Donc, on n'a pas de pénétration là-dedans. Donc, ça revient à dire que le produit vectoriel NER est égal au vecteur G. Donc ça veut forcément dire que le champ électrique est collinaire à la normale. Souvenez-vous, quand on a 2 vecteurs collinaires, le produit vectoriel est nul. Donc c'est ce qu'on écrit ici. À partir de l'équation 1, on déduit que le champ électrique est orthogonal au plan métallique. Les vecteurs E et N sont collinaires. Maintenant, si on regarde l'équation 4, ben là c'est pareil, on n'a pas de champ magnétique dans le métal. Donc ça revient à faire le produit scalaire entre N et B.
Vous voyez que B ici, B, on repasse à l'induction magnétique, et c'est pas grave, puisqu'on a une relation B égale mu H. Donc, N scalaire B est égal à 0. Donc, le produit scalaire est nul quand deux vecteurs sont orthogonaux. Donc ça veut dire que le champ magnétique est orthogonal à N. Si le champ magnétique est orthogonal à N, il est forcément tangent au plan de l'interface, au plan métallique. Donc, les vecteurs H et N sont orthogonaux. Donc, lorsqu'on a une réflexion sur une interface métallique, au niveau du métal, le vecteur champ électrique est orthogonal et le vecteur champ magnétique est tangentiel au plan métallique, tangent au plan métallique. Alors, on va essayer maintenant de voir ce qui se passe dans un cas concret. Donc là, ça ressemble à ce que vous avez traité en TD. Donc, en dessous, j'ai un métal volumique ici, un métal parfait. J'ai une onde incidente qui arrive avec cette direction. La normale, c'est représenté ici par le pointillé, et l'onde réfléchie repart dans cette direction. La première question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la direction du champ réfléchi par rapport à la direction du champ incident. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Et puis, quelle est l'amplitude aussi du champ réfléchi par rapport à l'amplitude du champ incident. Alors, les champs incidents, on peut les exprimer de la façon suivante. Alors ici, on n'a pas le cas de figure simple, on n'a pas une incidence normale, on n'a pas E qui est dirigé suivant X. Si vous regardez, E, il a une composante suivant X, et il a aussi une composante suivant Z. E est dans le plan, en fait. Et la composante suivant Y est nulle, puisque Y, c'est la direction qui est perpendiculaire à l'écran. Donc, on voit que tout se passe dans un plan ici. Donc, la composante EY est égale à 0. Pareil pour la composante EY, la composante EY qui réfléchit. Donc, si j'écris l'expression du champ électrique, donc on a c'est E0I vecteur qui est projeté sur les différents axes. Donc, on va avoir un exponentiel J oméga t, donc ça on a toujours la dépendance par rapport au temps. Et la direction du champ électrique, la direction suivant les trois coordonnées de l'espace, eh bien, il faut que je fasse la projection suivant X et la projection suivant Z. Alors, si jamais je place E ici, la projection suivant X, ça va être un moins KI sinus θ IX. Souvenez-vous, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, la composante suivant X, c'est cette composante-là. Donc, ça fait intervenir le côté opposé du triangle rectangle. C'est pour ça que j'ai un moins KI sinus θ IX suivant Z. Là, je vais avoir un cosinus ici. Si je me place suivant Z, ça va être le grand côté du triangle rectangle. Donc là, je vais avoir un moins KI cosinus θ IZ. D'accord? Donc ça, c'est la projection de K suivant X et Z. Donc, au niveau de K, on a un signe moins, puisqu'on se propage dans le sens des croissants. C'est pour ça qu'on a un signe moins ici et un signe moins ici. On peut faire la même chose avec l'expression de H. Donc, dans l'expression de H, on va aussi avoir toujours l'oméga t. Et la composante suivant X du vecteur d'onde, c'est pareil. Le vecteur d'onde, c'est le même pour E et c'est le même pour H. Donc, ce vecteur d'onde, en fait, on va avoir un moins KI sinus θ IX moins KI cosinus θ IZ. Si jamais je fais le quotient de E0I sur H, de EI sur HI, je vais retrouver l'impédance de l'air. On va retrouver un racine de mu0 sur epsilon 0, ce qui vaut 370 atomes. Pourquoi? Parce que là, je propage dans l'air. Maintenant, on peut donner la forme générale des champs réfléchis.
Alors, si vous regardez le champ réfléchi ici, il a à peu près qu'on va tenir compte de la version de signe. KI ici descend, là, KI remonte. Donc, on va toujours être dans le sens des X croissants. Donc, c'est ce qui explique qu'on a moins KR sinus θ Rx. Par contre, on va être dans le sens des Z décroissants. Et Z est dirigé vers le bas et KR est dirigé vers le haut. Donc ici, on va avoir un plus KR. On a une inversion de signe ici, qui traduit le fait que l'onde réfléchie part dans un sens différent par rapport à l'incident. Donc on a cette expression pour le champ électrique. Pour le champ magnétique, on pourrait avoir la même expression avec H0R, où on peut écrire tout simplement, comme tout à l'heure, que HR, c'est racine de mu0 sur epsilon 0, que multiplie ER. Donc les champs incidents et réfléchis sont en... il faut, pour déduire, en fait, l'angle θR par rapport à l'angle θI, on va regarder ce qui se passe ici, au point d'intersection. C'est comme pour la théorie des lignes. Pour essayer de savoir la relation entre l'onde incidente et l'onde réfléchie, on se place au niveau de la charge. Après, on s'éloigne de la charge avec l'expression de l'impédance radiale. Donc, si on se place au point d'intersection, on a une condition de phase. C'est-à-dire que l'onde incidente arrive ici, l'onde réfléchie repart ici, mais l'onde incidente et l'onde réfléchie se rencontrent au point d'intersection. Donc, dire que les ondes incidentes et réfléchies sont en phase, ça revient à dire qu'on a une condition de rendez-vous. C'est-à-dire être en phase, c'est être en rendez-vous. C'est-à-dire être au même instant, au même endroit. C'est ça la notion de phase. En fait. Donc, comment est-ce qu'on peut exprimer ça? On écrit tout simplement l'égalité entre ces deux termes. Donc, ce terme-là, oméga t moins KI sinus θIx moins KI cos θIz. Donc ça, c'est le terme qui correspond à l'onde incidente. Est égal à oméga t moins KR sinus θ Rx plus KR cosinus cos θ Rz. C'est ce qu'on a ici. Donc, si on écrit l'égalité de ces deux termes, qui traduit la condition de phase au point d'intersection, on a tout simplement les oméga t qui disparaissent. Et ici, on est en Z égale 0, puisqu'on est sur la surface. En Z égale 0, on a KI sinus θIx est égal à KR sinus θ Rx. Pourquoi? Parce que ces deux termes-là partent, parce que Z est égal à 0. Et on se retrouve avec cette équation. Donc, on a une égalité Bx va disparaître aussi. Donc, on va avoir une égalité des angles, mais avec KI d'un côté et KR de l'autre. Si on réfléchit à ce qui se passe, on a une onde qui est incidente dans l'air, l'onde qui réfléchit est dans l'air également. Donc, forcément, on a une égalité ici entre KI et KR. KI et KR sont tous les deux égaux au vecteur d'onde qui se propage dans l'air, au nombre d'ondes qui se propagent dans l'air. Donc, c'est oméga racine de epsilon 0 mu 0. Donc, à partir de là, on peut déduire que sinus θi est égal à sinus θr. Autrement dit, que θi est égal à θr. Excusez-moi, monsieur. Donc, ça, oui. Juste, j'ai une question. Pourquoi KI égale KR? Pourquoi KI égale KR? Eh bien, alors, KI n'est pas égal à KR en vecteur. Là, on parle du nombre d'ondes. Donc, on parle de la norme de ce vecteur. D'accord? Dans les équations ici, dans cette égalité, KI et KR, c'est égal à la norme du vecteur KI et la norme du vecteur KR. Les normes de ces vecteurs sont équivalentes tout simplement parce que les deux ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie, se propagent dans l'air. OK? Ok, d'accord. Ok. Ouais. Donc, si on a l'égalité des sinus, on a l'égalité des angles. Donc, ce qui se passe ici, ça décrit ce qu'on appelle une situation de réflexion spéculaire. Autrement dit, on a une direction d'incidence. La direction de réflexion est égale à la direction d'incidence. À la direction d'incidence. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. θi égale θ.
Donc, c'est une situation qui est assez simple. Maintenant, pour exprimer les champs, pour exprimer l'amplitude du champ réfléchi par rapport à l'amplitude du champ incident, ben, on exploite les relations de continuité à l'interface air-métal, hein, ce qu'on vient de voir quelques diapos précédentes. Donc, ces relations de continuité nous disent que la composante tangentielle du champ électrique total est nulle. Donc, si la composante tangentielle du champ électrique total est nulle, ça veut dire que E0i plus E0r, les composantes tangentielles, sont égales à 0. Alors, E0i, qu'est-ce que c'est? C'est la projection de EI sur l'interface. E0r, c'est la projection de ER sur l'interface. Donc, si on écrit cette projection sur l'interface, ben là, on a EI qui est dirigé comme ça, donc c'est un cosinus. Hein, la projection sur l'interface, je mets c'est cette grandeur-là, en fait. Donc, on a E0i cosinus θ x moins E0r cosinus θ rx. Pourquoi? Parce que ER est dirigé dans l'autre sens. Donc, la projection a un signe moins est égale à 0, ce qui veut dire que E0i est égal à E0r, car θi est égal à θr. Donc, on a égalité des champs lorsqu'on a une réflexion sur un métal parfait. Donc ça peut se comprendre, hein, parce que si jamais il n'y a pas d'onde qui propage dans le métal, si jamais il n'y a rien qui pénètre dans le métal, bah forcément la puissance reste dans l'interface R, ça reste dans le demi-plan qui est composé d'air exclusivement. Donc dans ce cas-là, ben, tout ce qui arrive sur l'interface repart, si on n'a pas de perte dans le métal. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver une égalité des champs électriques et également une égalité des champs magnétiques. Hein, ici, on pourrait faire le même raisonnement avec le champ magnétique. Ça va? Vous avez des questions? Non, ça va. Ça va? Donc ça, de toute façon, vous l'aviez déjà vu en cours. En TD, pardon. Donc je vais continuer ici. Oui? Juste, vous avez fait pour trouver en haut, la EI égale E0, enfin tout ce que vous avez mis dans l'exponentielle, c'est juste la projection du vecteur K, c'est ça? La projection du vecteur K, ouais. D'accord. Ici, c'est oméga t, hein, puisque le champ dépend du temps. En gros, on a exponentielle J oméga t moins K R. Souvenez-vous, le KR, le R, c'est le vecteur normé qui décrit les composantes de K suivant X, Y, Z. Donc, c'est ça, en fait. Ici, on a le K qu'on va projeter suivant... C'est la direction du champ, en fait. C'est la direction de propagation de l'onde. De l'onde, ouais. Pardon. Voilà. C'est la direction de propagation de K en onde incidente et puis là, en onde réfléchie. Ok, donc, merci. En fait, la composante suivant Y est nulle, puisque K est exclusivement dans le plan X, Z, et la direction suivant X, c'est la projection avec un sinus, et suivant Z, c'est la projection avec un cosinus. Ça va? Donc ça, habituellement, je le fais au tableau. Là, il faut repasser au tableau blanc, etc. Et puis, comme vous l'avez déjà fait en TD, c'est pour ça que je passe un peu rapidement. Ça ne vous pose pas de difficulté, ça? N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair pour vous. Ça va? Moi, j'ai juste une petite question. Pourquoi la somme des composantes tangentielles vaut 0? Parce qu'on l'a dit ici, en fait. Si le champ électrique est orthogonal au plan métallique, ça veut dire que les composantes tangentielles sont nulles. Ah oui, ok, merci. D'accord? Parce que tout le champ est complètement orthogonal au plan métallique, donc il n'y a rien de tangentiel. Et puis, c'est comme quand on a une propagation sur une ligne, écrire le champ tangentiel, il faut prendre en compte le champ incident et le champ réfléchi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur une interface d'électrique? Alors, on prend les relations de continuité, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne peut pas dire que dans cette partie-là, les champs sont nuls, puisqu'on a un diélectrique qui est caractérisé par epsilon2, mu2, sigma 2, donc on ne peut pas dire que ce soit nul. Alors, on peut quand même simplifier ces équations
Pourquoi? Parce que dans un diélectrique, en fait, on n'a pas de charge qui se balade. Donc, sigma 2, la densité surfacique de charge, ça va être égal à 0. Sigma 1, pareil. Et puis, c'est pareil, hein, dans un diélectrique, on n'a pas de courant de conduction. Donc, le courant surfacique de JS, il est égal au vecteur nul. D'accord? Donc, on a déjà une simplification de ces équations. Mais c'est ce qui est écrit ici, hein, JS et sigma S sont nuls. Mais par contre, on est obligé de prendre en compte E1 et E2. Donc, on ne peut pas dire, comme tout à l'heure, à partir de cette équation, on a forcément E1 qui est orthogonal, à N. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on a le champ E est formé de deux vecteurs, est formé de E1 et E2. Alors, ça veut dire que ces équations sont égales à 0 et elles doivent être égales à 0 quelles que soient les directions de E1 et de E2. Parce que, plutôt quelles que soient les valeurs de E1 et de E2. Donc ça revient à écrire que pour que ça se soit satisfait, il faut que les composantes tangentielles du champ électrique soient égales. Si les composantes tangentielles du champ électrique sont égales, effectivement, on aura ça qui sera égal à 0 au vecteur nul plutôt, quelles que soient les valeurs de 1 et 2. Donc, ces quatre équations pour une interface électrique sont équivalentes à les quatre résultats qui sont encadrés en bleu, c'est-à-dire une égalité des composantes tangentielles du champ électrique, du champ magnétique, avec les deux premières équations, et égalité des composantes normales du vecteur D et des vecteurs B. Alors, les vecteurs D, c'est le déplacement électrique, c'est epsilon E. Donc, ça vient dire qu'on a l'équivalence des composantes normales du champ électrique. Et ça vient à dire qu'on a l'équivalence des composantes normales du champ magnétique. Autrement dit, E tangentiel 1 est égal à E tangentiel 2, H tangentiel 1 est égal à H tangentiel 2, D normal 1 est égal à D normal 2, et B normal 1 est égal à B normal 2 en vecteur. Donc, ces relations de continuité reviennent à exprimer ça. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour l'interface électrique. Pour l'interface métallique, on a le champ électrique qui est normal à l'interface et le champ magnétique qui est tangent à l'interface. Pour l'interface électrique, on a égalité entre les composantes normales et tangentielles des champs à l'interface, que ce soit champ électrique et champ magnétique. Monsieur? Oui. Ici, 1 c'est pour le milieu incident ou les deux 1 c'est pour le milieu 1 et 2 c'est pour le milieu 2. Donc on peut supposer qu'on est incident dans le milieu 1 ou que l'on est incident dans le milieu 2. C'est un problème qui est symétrique. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si en TD, pardon. Donc là, on va essayer de décliner ça. Avant d'attaquer ce problème, comme il est 10h50, je vous propose de faire une courte pause de 5 minutes. On se rejoint dans 5 minutes.